Bonjour à tous, à toutes et à tous, et bravo d'être réveillé si tôt un samedi matin. On va entamer la première journée du congrès de médecine de la reproduction. Et pour cette année, on a choisi des thèmes pratiques au début. Donc on va parler de la ponction folliculaire, et après on aura un duo de choc qui sont dans la salle, qui sont là, qui vont nous parler du transfert embryonnaire. Alors, on va parler de la ponction folliculaire. Tout d'abord, je veux dire que j'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Dans toutes les marques que je vais citer, le matériel que je vais utiliser, il n'y a aucun intérêt en rapport avec ça. Commençons par l'histoire. On a commencé les ponctions il y a très longtemps. On a commencé en 1970, on les faisait en célioscopie, avec un rendement que je ne vous cache pas était médiocre. Après, on est passé à la voie transabdominale transvésicale. Donc, imaginez, on transperçait la paroi abdominale, la vessie pour aller chercher les ovocytes, tout ça sous contrôle échographique abdominal. Après, on est passé par voie périurétrale transvésicale avec guidage échographique abdominal, ancienne méthode, mais qui nous sert encore en 2023. On va y arriver vers la fin. Après, on est passé à la voie vaginale avec guidage abdominal. Ça doit être très, très compliqué, cette voie-là. Puis, la voie qu'on utilise maintenant, la voie endovaginale avec une échographie endovaginale, a été entamée en 1984, donc il y a 39 ans. Si on parle de ponction folliculaire en 2023, on est bien obligé de se baser sur les recommandations de l'ESHRE qui ont apparu en 2019 sous forme de livret et qui ont été publiés aussi à Human Reproduction Open en 2019, donc on va se fixer sur ça. Le gold standard, bien évidemment, c'est ça, ponctionner les ovaires avec un guidage échographique endovaginal. Avant d'entamer la ponction, je pense qu'il y a une chose hyper importante, et je sais que vous conviendrez à ça, c'est de vérifier le dossier de la patiente avant une ponction folliculaire. On ne part pas pour faire une ponction, on part pour faire une ponction chez une patiente. Donc il faut commencer par vérifier l'histoire de la patiente. Est-ce qu'elle a des antécédents médicaux, chirurgicaux? Il faut bien mettre le point sur les complications de l'anesthésie auparavant. Si elle a eu des complications de la ponction, si elle a fait des infections génitales auparavant, est-ce qu'elle a une endométriose? Est-ce qu'il y a des troubles de l'hémostase? Est-ce qu'elle a un traitement anticoagulant? Est-ce qu'elle a eu l'allergie? Tout ça, c'est très important à le connaître et à notifier avant de commencer la procédure. Et aussi, où sont les ovaires? Quand on fait une échographie en fertilité, en prise en charge de la fertilité, ce n'est pas juste pour voir l'utérus et pour voir les ovaires, c'est aussi pour voir les follicules antraux, les décomptés, et aussi pour voir la position. Et aussi pour voir la position et l'accessibilité des ovaires. Il faut notifier ça dès le départ pour savoir si, après la stimulation, on sera devant une patiente difficilement ponctionnable ou pas. Bien évidemment, il y a le consentement pour l'acte d'AMP en général et aussi pour la ponction folliculaire que la patiente doit signer. On doit lui expliquer la procédure oralement et aussi par écrit. La table, c'est ça. Il y a des compresses, il y a du sérum phi, il y a un chantroué pour la vulve, le vagin, il y a le protège pour la sonde, il y a du liquide de rinçage folliculaire, en tout cas du liquide du labo, il y a une pince, il y a le guide, il y a l'aiguille. Une petite astuce, essayez de mettre toujours ce pot-là sur une compresse, parce que ce pot-là n'est pas stérile, parce que au cas où vous allez utiliser la table par la suite pour un saignement, vous avez besoin de mettre plein de compresses, au moins vous enlevez directement ça et vous gardez une table toujours stérile. L'équipement médical, c'est ça. Le plus important, je pense, c'est l'échographie et la qualité de l'échographe. Donc, on utilise une sonde endovaginale avec une fréquence de 5 à 8 MHz. Il faut bien régler l'échographe avant d'entamer la procédure, la profondeur, le gain, la position de la focale, le zoom, le Doppler. Il faut se mettre en mode ponction folliculaire. Il faut avoir une ligne de guidage visible et bien visible à l'écran. Et aussi, il faut avoir une sonde abdominale parce que parfois, on a soit des ovaires inaccessibles ou pour vérifier un épanchement vers la fin. Il faudrait avoir dans la salle de ponction chauffe-tube ou seringue à 37 degrés, un matériel de désinfection vaginale, du sérum physiologique, de la bétadine, des compresses stériles, une pince languette, des tubes transparents ou des seringues transparentes, prothèse sonde, spéculum, de préférence jetable, je vais vous expliquer ça par la suite, guide d'aiguille et aiguille de ponction.
N'oubliez jamais ça. On est dans un bloc opératoire. Et certes, les complications sont rares et rarissimes, mais aussi sont graves et gravissimes. Donc, il faut toujours avoir à portée de main un matériel d'urgence, à savoir un matériel de réanimation, une source d'oxygène, une trousse pour le traitement du choc anaphylactique, un matériel de chirurgie vaginale si on a un saignement vaginal important, et des grandes compresses. Parce que tout ça se fait dans un bloc opératoire. Ça, c'est la salle de ponction de l'hôpital Kaiser Hoffmann. Vous voyez qu'il y a une trappe directement entre la salle et le laboratoire, avec un matériel de réanimation, la table, le matériel ici, l'échographe, tout est là. Alors, il y a des controverses. Avant de commencer une ponction folliculaire, il y a des controverses. On se pose toujours des questions. Devrais-je utiliser de sérum physiologique ou de la bétadine? Est-ce que je devrais utiliser des tubes transparentes avec les aspirateurs ou faire les ponctions à la seringue? Est-ce que je ne devrais pas utiliser une aiguille de ponction plus fine? On va essayer de répondre à ces controverses. Désinfection cervico-vaginale, sérum physiologique versus bétadine, et ça c'est très important, plus rinçage. On ne fait pas que de la bétadine, on fait de la bétadine et on rince. Donc, étude intéressante où ils ont essayé de comparer les taux d'infection post-ponction. Un groupe sérum physiologique, un groupe bétadine, puis rinçage au sérum physiologique, et là, 4 infections au sérum physiologique. C'est horrible, hein, parce que ce sont des patientes bien portantes. Hein. Donc, on leur greffe une infection purement iatrogène, avec une différence statistiquement significative. Rien qu'en regardant ça, on peut se dire, plus de sérum physiologique, bétadine pour tout le monde, et rinçage avec le sérum physiologique par la suite. Mais si on fait un focus sur ces résultats, on voit que toutes les infections étaient faites sur des patientes endométriosiques. Donc l'endométriose en soi, c'est un facteur de risque d'infection post-ponction folliculaire. Donc, petit message, antibiothérapie, soit juste avant la ponction, soit en perponction. Pompe d'aspiration ou seringue, donc premier article en 86. Ils ont comparé les taux d'ovocytes fracturés, le taux d'ovocytes dégénérés et, entre la ponction par aspiration et par seringue. Et là, il n'y avait pas photo, il y avait beaucoup plus de fracturés avec la seringue, 16%, alors qu'avec la pompe de ponction, on était à 1%. On a sorti les chiffres de Kaiser Hoffmann, on est à 1%. Pourquoi? Parce qu'on s'est basé sur ce travail-là, un travail qui a été publié par Panayotidis en 2017, où il a dit, oui, on peut faire une aspiration avec une seringue, mais il faut garder une aspiration douce. Il ne faut pas aspirer fortement, sinon on risque de fracturer les patientes. Alors, aspiration douce, c'est entre 100 et 200 mm de mercure, en tout cas quand vous faites l'aspiration et vous faites doucement, et si vous êtes bien entraîné, vous avez le même taux de fracturé, que ce soit avec l'aspiration ou avec les seringues. Quelle jauge pour l'aiguille? Est-ce qu'il faut utiliser des aiguilles fines ou plus grosses? Un travail qui a comparé les aiguilles 16 jauges, ça veut dire un peu plus épaisses, et les aiguilles 17-20 jauges, et on a bien évidemment démontré que le fait d'utiliser des aiguilles fines, ça donne moins de douleur en post-ponction, plus de confort pour la patiente, une réhabilitation plus rapide, donc ça marche mieux. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde ici, en tout cas en Tunisie, on utilise ces aiguilles-là de 17 gauge, 30 cm. Commençons par la ponction. Allez, on va aller au vif du sujet, faire une ponction folliculaire. Si je vous dis la première chose qu'il faut faire avant une ponction, c'est de faire un checklist. Vérifier qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a le matériel au niveau à portée de main dans la salle, que l'échographe marche. Il faut faire les réglages de l'échographe. Il faut vérifier le dossier de la patiente. Et après, vérifier encore et encore et encore une fois l'identitovigilance de la patiente. On a un système d'identitovigilance à l'hôpital où on match l'époux et l'épouse et les tubes et tout. Donc, s'il n'y a pas cette identitovigilance, on pourrait avoir des problèmes par la suite. Alors, vérifier avant juste de commencer la ponction, vérifier le déclenchement de l'ovulation, vérifier les allergies, vérifier les antécédents médico-chirurgicaux, encore vérifier le matériel, mise au point de l'échographe et expliquer la procédure de l'anesthésie à la patiente. On installe la patiente en position gynéco, il faut qu'elle soit à jeun au moins 6 heures pour les solides et 2 heures pour les liquides transparents, ça veut dire pour l'eau. Vidange vésicale juste avant d'aller au bloc, donc dans sa chambre, elle vide sa vessie avant de venir au bloc. On prend une voie veineuse périphérique et on surveille la fréquence cardiaque et la saturation.
quelle anesthésie devrait-on choisir? L'écheret nous guide pour ça et nous aide pour ça. C'est la sédation consciente. C'est le gold standard pour l'anesthésie, pour la ponction. Donc, c'est un protocole que les anesthésistes font. Donc, la patiente n'est pas vraiment très endormie. Elle est un peu consciente, mais elle sent rien du tout. Et d'ailleurs, c'est du on-off. On enlève juste la seringue vers la fin et elle se réveille. Mais par contre, il y a aussi la sédation profonde, donc le fait d'endormir profondément la patiente en cas d'anxiété extrême, si elle a un vaginite, si on va faire de la préservation de la fertilité, ou si c'est le désir de la patiente, donc il faut accepter ça. Si on va entamer une procédure qu'on va qualifier de plus longue ou douloureuse, en cas d'endométriose sévère, en cas d'adhérence pelvienne post-chirurgie ou post-autre chose, si on a beaucoup de follicules, si on a des ovaires qui sont difficilement accessibles. Parce que dans ce cas-là, le fait d'utiliser la sédation consciente, le fait de bouger et d'aller farfouiller beaucoup à l'intérieur, donc ça va réveiller la patiente et elle sera algique. Et si on a bien évidemment un échec de sédation consciente lors d'une ponction précédente. Il y a aussi l'anesthésie locale, qui est géniale. C'est de mettre de la xylocaïne, parfois mélanger un peu d'adrénaline au niveau de la paroi vaginale, tout autour du col, en essayant d'être le plus superficiel possible pour blanchir la paroi. Ça marche, mais il faut que la patiente soit vraiment coopérante et il faut que ça soit son choix. Il ne faut jamais obliger les patientes à un type d'anesthésie. Il faut que ça soit son choix, émis par elle. La ponction folliculaire, première vidéo, c'est une session vidéo. Si je ne fais pas de vidéo, docteur Zoua, il ne sera pas content du tout. Première vidéo, la ponction par voie endovaginale. Donc, hop. Alors, on commence par la désinfection. Là, vous voyez qu'on fait ça au sérum physiologique. Donc, la patiente n'a pas d'antécédent d'endométriose ou d'infection. Donc, elle n'a pas d'antécédent particulier avec un facteur de risque d'infection. Donc, on commence par installer. Et là, c'est un temps très important. Avant de commencer la ponction, on balaye tout le pelvis. On vérifie tous les ovaires. Ça dure 4-5 secondes, mais c'est un temps hyper important. Après, on va prendre l'aiguille qu'on va rincer, qu'on va introduire, et après, on va faire de la célioscopie. On va zoomer et centrer. Centrer et zoomer sur un follicule. Et après, il y a deux façons pour s'introduire, pour entrer dans un follicule. Soit on fait les choses doucement, soit on fait par à-coups si on a une certaine résistance, une certaine compliance au niveau de la paroi folliculaire. Donc, on aspire jusqu'à la dernière goutte. Et vers la fin, on tourne 1, 2, 3 pour essayer de rincer toutes les parois du follicule. On passe au deuxième follicule. Donc là, on va voir toute la ponction. Ça dure 6 minutes. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, on peut en parler. Donc changement de seringue, très important. Il faut perdre aucune goutte. Et d'ailleurs, regardez, je ne bouge pas. Je mets la main comme ça et c'est l'aide opératoire qui vient prendre directement les seringues pour que je mette rapidement... J'articule rapidement la seringue au niveau de l'aiguille. Donc, il faut essayer de faire le moins possible d'entrer au niveau des ovaires. Donc, si on a des follicules en brochette, on va aller un par un, le plus proche vers le plus distal. On cherche s'il y a encore des follicules comme ça avant d'introduire l'aiguille. Il faut commencer toujours par l'ovaire le plus accessible, par les follicules les plus accessibles pour assurer sa ponction. Donc, on continue. Donc là, regardez, il faut faire attention. Là c'est un vaisseau. Vous le voyez ou pas? Il y a un gros vaisseau, on est à 2 mm. Donc, vous voyez comment je suis entré, mais très, très délicatement. Je suis mis vraiment au centre de follicule. J'ai bien vérifié, j'ai bien regardé l'aiguille. Et en aspirant, j'ai retiré un tout petit peu pour que quand le follicule se ratatine, il se ratatine sur l'aiguille et je ne m'enfonce pas en dehors de l'ovaire. Donc, changement de seringue. Hop, il faut perdre aucune goutte. Donc, articulations rapides. Et c'est l'aide opératoire qui reprend les seringues. On continue. Donc, vous voyez là, c'est le système d'identité-vigilance. Donc, on met des étiquettes sur toutes les seringues qu'on aspire. Je ne vous ai pas dit que la première seringue, on aspire 1 ou 2 follicules et on attend la réponse des biologistes. Est-ce qu'il y a des ovocytes? Est-ce qu'il y a des complexes ou pas? Parce que si on n'a pas, il faut faire des choses. On va en parler vers la fin. Donc, on continue. Là aussi, hop, elle prend directement la seringue. Et on essaye de finir. Donc là, hop, on rentre dans un follicule.
j'essaie de centrer, j'aspire, j'ai un autre qui arrive juste après, hop, là j'étais un peu plus lent, hein, vous voyez. Pourtant j'essaie d'être vraiment très pédagogique et pédagogue pour le film, et pour tout, je me suis enfoncé un tout petit peu. Donc hop, j'aspire, on aspire, tout doucement, il faut laisser aucune goutte. Hop, dernière goutte, aspirer, parce que le follicule peut se cacher là-bas. Encore, là on brochette, 1, 2, 3, on prend tout. Si on a un risque d'hyperstime, il faut aspirer, il faut ponctionner tous les follicules pour ramener le maximum de cellules granulosa, parce que ce sont les cellules granulosa qui vont sécréter du VEGF par la suite, qui sera le primum ovins du syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Si on a un risque d'hyperstime, oui. Si on arrive, oui. Il faut aspirer le maximum, mais parce que même les petits follicules ont des cellules de la granulosa et sous l'action de l'ACG vont sécréter du VEGF par la suite. Donc encore, un par un, le plus proche. Vous voyez, parfois on a une certaine résistance au niveau de la paroi. Alors, chose importante, quand vous mettez l'échographie, il faut vraiment la caler contre la paroi vaginale, hein, contre le cul-de-sac, pour avoir l'ovaire directement contre la paroi. Et là, hop, on rentre et on sort. Mais il faut bien caler, il faut le rendre immobile, l'ovaire, en regard de la paroi vaginale. Donc, on aspire, vous voyez qu'on prend notre temps. Vous voyez, c'est très doucement, une aspiration avec une pression continue, douce. Et vers la fin, on tourne, tac, 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 pour essayer de racler toutes les parois. Alors, c'est une patiente qui a été déclenchée par du décapeptyle. Hein. C'est une patiente qui avait plus que 19 follicules dont le diamètre était supérieur à 11 mm le jour du déclenchement. Donc, il y avait un risque important d'hyperstimulation ovarienne, donc elle a été déclenchée par du décapeptyle et on a vérifié la progestérolémie et la LH 12 heures après le déclenchement par décapeptyle. Vous voyez là, parfois quand on a un doute, il faut mettre le Doppler. Hein. Il faut mettre le Doppler parce que c'est hyper grave de rentrer dans, là ça peut être l'hypogastrique, hein, de rentrer dans l'hypogastrique, que ce soit la veine ou l'artère, et se retrouver dans des hématomes. Une fois j'ai assisté à ça, en percélioscopie, on ne comprend rien du tout. Il y a un très grand hématome qui prend tout le rétropéritoine et c'est très difficile à prendre en charge par la suite. Donc, il vaut mieux éviter et laisser les follicules qui sont vraiment accolés au vaisseau que prendre des risques pour les prendre. Hein. Donc, vers la fin, on vérifie le saignement. Donc, s'il y a un saignement, on met un spéculum, de préférence un spéculum jetable. Jetable, pourquoi? Parce que c'est un spéculum transparent qui nous permet de voir toutes les parois vaginales et qui nous permet de ne pas ouvrir beaucoup pour ne pas encore effriter une certaine ponction, une certaine déchirure au niveau du vagin. On met des compresses, on vérifie, et si on a un saignement, on va le contrôler. Vous avez vu là, c'était une ponction où l'ovaire était rapidement accessible, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, on a des ovaires haut situés, et dans ces cas-là, il faut prendre son temps pour bien baisser l'ovaire, pour qu'il soit vraiment accolé sur la paroi vaginale avant de ponctionner. Et d'ailleurs, voilà une vidéo sur ça, ovaire mobile pendant la ponction folliculaire. Je vais vous montrer juste l'astuce comment faire. Alors, je vous conseille de commencer par vos mains, avant de demander à l'aide de vous faire ça. Parce que commencer par vos mains, vous allez exercer une pression allant soit de l'hypocondre, soit de la fosse iliaque gauche ou droite, vers l'hypocondre, pour essayer de ramener l'ovaire vers vous. Donc là, j'essaye, il est un peu loin, j'essaye de trouver vraiment ce vecteur force et cette direction pour ramener l'ovaire. Vous allez voir, je prends mon temps. J'essaye de trouver l'ovaire, de le ramener vers la sonde vaginale. Si je suis à gauche, de faire ça et de ramener vers la sonde. Tout doucement, et une fois j'y arrive, hop, là c'est bon. Hein. Il était loin, là c'est bon. Là, on a vraiment l'ovaire contre la paroi vaginale. Dans ce cas-là, je demande à mon aide de mettre la main dans la même direction et on prend notre temps. Il faut que l'ovaire soit fixe avant de commencer la ponction. Alors, quelques tips and tricks. Comment réagir si la pointe de l'aiguille n'est pas visible? Retirez-vous. C'est très dangereux. Si on ne voit pas l'aiguille,
on se retire directement et on vérifie que le guide est correctement appliqué sur la sonde vaginale. Ça m'est arrivé, la première ponction que j'ai faite à Risa Hoffman, c'était avec Dr. Khlouf qui n'est pas là, c'était janvier 2016. Donc il y avait, pour le guide, c'était un guide qui se mettait soit d'un côté, soit d'un autre, donc il n'y avait pas l'encoche sur l'ancien appareil, et je l'ai mis de travers. Je suis rentré, je n'ai pas trouvé l'aiguille, et j'étais mort de trouille, première ponction, je suis sorti, ben, j'ai vérifié, ce n'était pas dans le bon sens. Donc si vous ne voyez pas l'aiguille, arrêtez-vous, retirez-vous et vérifiez que tout est bien enclenché. Échec de recueil de l'ovocyte dans le follicule. Faire tourner l'aiguille dans le follicule pour le détacher du membrane folliculaire. Parfois, chez les patientes, surtout les patientes hyporépondeuses qui ont une LH de base déjà élevée, ils ont besoin de plus de LH. Alors, la LH pour entamer, pour la reprise de la méiose et aussi pour le détachement, pour déclencher ce détachement des ovocytes de la paroi folliculaire. Si ça ne marche pas, parfois on a besoin de ce phénomène mécanique de tourner. Imaginons qu'on est dans un ballon de baudruche, un boule, on rentre, on aspire. Quand on aspire, il y a le biseau de l'aiguille qui regarde vers le haut et pourtant l'ovocyte il est en bas. Donc le fait de tourner 1, 2, 3, on va racler toutes les parois du follicule, ça nous permet d'aspirer les ovocytes. Et d'ailleurs, on fait ça d'une façon systématique, et c'est ce qu'on fait à l'hôpital, et c'est ce qu'on apprend à nos résidentes, il n'y a que des filles. C'est de faire la ponction au milieu, quand la paroi du follicule se ratatine, on fait 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, avec un petit mouvement d'aspiration. Et retirer l'aiguille, la rincer, s'assurer qu'il n'est pas bouché. Parfois, si on passe par un vaisseau entre le vagin et l'ovaire, ou si on aspire et on a un caillou qui se forme à l'intérieur de l'aiguille, ben, primo, on n'arrive pas à aspirer. Et si vous forcez et vous aspirez, vous allez fracturer les follicules. Donc assurez-vous que l'aiguille n'est pas bouchée. Absence d'ovocytes au niveau du liquide folliculaire, c'est après 1, 2, maximum 3 follicules, vous ne trouvez pas d'ovocytes au niveau du liquide folliculaire, il faut interrompre la procédure et vérifier le déclenchement de l'ovulation. On peut faire un flashing, le rinçage folliculaire. Si on a un déclenchement avec ACG, on peut faire une bandelette directement urinaire de grossesse sur le liquide folliculaire pour voir est-ce qu'il y a assez d'ACG dans le liquide folliculaire, ou faire un dosage de bêta-ACG plasmatique. Si déclenchement avec agoniste de la GnRH, on fait un test de l'ovulation et on redose la LH et la progestérolémie. Alors, le rinçage, grand débat. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Dans la Cochrane 2022, a priori, ça rallonge. Pas a priori, ça rallonge la procédure et ça n'améliore pas en termes de taux de naissance vivante. Mais dans la vraie vie, on a fait tous des rinçages et on a récupéré des ovocytes au bout du 3e rinçage, 4e rinçage. Est-ce que c'est un problème de méthodologie pour les articles en rapport avec les rinçages? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous arrive très souvent de faire 1, 2, 3, hop, ovocytes sur le 4e rinçage. D'ailleurs, à l'hôpital, à chaque fois qu'on a moins que 3 follicules, on fait un rinçage pour tous les follicules. Et ça nous arrive très souvent de récupérer des follicules au bout du 3e ou 4e rinçage. Alors, le rinçage, il faut être méticuleux et il faut être stable, pas bouger. Je vais vous montrer comment on fait le rinçage. Le principe, c'est simple, hein, c'est d'aider l'ovocyte à ce qu'il se détache de la membrane folliculaire. Donc, on essaye. Donc là, vous voyez, c'est une patiente qui a 1 ou 2 follicules. Donc, hop, on va fixer le follicule, bien le fixer, parce qu'une fois à l'intérieur du follicule, on va être figé, on ne bouge plus. Donc, on se prépare. Faites attention toujours à la pointe de l'aiguille, fait qu'elle ne touche à rien. Elle rentre directement dans le guide et directement dans le vagin. Donc, on va aspirer, regardez. On va entrer directement dans le follicule. On est bien installé. Même au niveau de la position, de l'ergonomie, au niveau du ponctionnaire, il faut qu'il soit bien installé. Une fois à l'intérieur du follicule, vous voyez, j'ai fait un paracoup pour ne pas le rater. J'aspire même ma dernière goutte. Je regarde la quantité du liquide que j'ai au niveau de la seringue. Je ne bouge pas du tout. Je mets le doigt vraiment serré sur l'aiguille contre la sonde d'échographie. Je ramène du liquide à peu près la quantité, un peu moins que la quantité que j'ai aspirée, pour ne pas faire éclater le follicule. J'ai aspiré 3 cc et je mets 5, je vais éclater le follicule. Et là, vous voyez qu'il y a... Attendez, Pardon. Alors, vous allez voir que là, je ne bouge pas du tout. Il y a quelqu'un qui passe récupérer
La seringue, il ne faut pas que je bouge d'un cheveu. Et j'ai pas de cheveux. Il faut pas bouger d'un millimètre. Il faut rester vraiment dans la paroi. On a une paroi ratatiner. Après, je remets du liquide, vous le voyez, et je le réaspire. Là, on l'a eu au bout du deuxième rinçage. Donc, aspiration, pas de follicule. Premier rinçage, pas de follicule. Deuxième rinçage, pas de follicule. Deuxième rinçage, follicule. Donc, la limite qu'on se donne, c'est 4 rinçages par aspiration et 4 rinçages par follicule pour les patientes qui ont moins de 3 follicules. Donc, vous voyez, hop, je réinjecte le produit avec une certaine force pour essayer de détacher l'ovocyte du follicule. Après, on réaspire. Et je pense que là, on l'a eu. Et on était content. Vous voyez, j'ai rien fait. J'attendais la réponse des biologistes pour qu'elles me disent c'est bon, on l'a. N'oubliez pas de balayer aussi le pelvis en fin d'intervention pour vérifier que vous n'avez pas loupé des follicules et aussi pour vérifier qu'il n'y a pas de saignement important. C'est normal d'avoir un saignement. Hein. On a à peu près 150 millilitres de saignement après ponction. C'est normal d'avoir un petit épanchement, mais il faut vérifier que l'épanchement ne dépasse pas l'utérus et qu'il n'y a pas un saignement actif que vous regardez à l'échographie. Les complications. Parfois, on a des infections. La dernière infection qu'on a eue à l'hôpital, c'était après une ponction d'un kyste dermoïde. Sinon, il y a les antécédents de DGH qui sont considérés comme des facteurs de risque, l'endométriose, l'hydrosalpinx et le pelvis adhérentiel. Et d'ailleurs, c'est pour tous ces cas-là, les recommandations de l'écheret, c'est de mettre un flash d'antibiotiques juste avant ou en paire ponction. On est en train aussi de rajouter, si on a des endométriomes, de rajouter une antibiothérapie post-ponction, parce qu'on s'est basé sur des articles sortis en 2009. Est-ce qu'on devrait changer nos pratiques? Sûrement oui, et d'ailleurs on va le faire très rapidement, et on va se référer juste à l'écheret et se limiter à un flash d'antibiothérapie juste avant ou en paire ponction. Sinon, il y a l'hémorragie. L'hémorragie, généralement, dans 99,999% des cas, c'est une hémorragie au niveau de la paroi vaginale. Il ne faut pas paniquer. Ce sont dans 99,999% des hémorragies contrôlables avec des pinces. Il faut juste avoir l'astuce comment faire. Il ne faut pas paniquer. On va vérifier qu'il y a un saignement. Donc généralement, ce qu'on fait, on ne met pas de spéculum au début, on met juste la compresse, on la sort pour vérifier s'il y a un saignement ou pas. Parce que si on met dès le départ un spéculum, on va étendre une petite lésion qu'il y avait avant et qui ne saignait pas. Donc là, vous voyez que ça saignait. Donc on met directement le spéculum, tout doucement. Il ne faut pas l'enfoncer jusqu'au fond. Il faut commencer à l'ouvrir dès le milieu du vagin pour voir s'il y a des saignements. Généralement, vous allez trouver une petite artériole qui gicle. Donc là, vous prenez votre temps. Je vous conseille d'avoir deux pinces languettes. Pourquoi? Parce que vous n'arriverez jamais à capter directement le vaisseau qui saigne. Donc l'astuce, c'est de venir 2 à 3 mm à côté de ce vaisseau-là, de pincer et de tirer. Comme ça, vous allez ramener le vaisseau vers vous. Regardez, on pince et on tire un tout petit peu. On ramène le vaisseau vers nous et en plus, on aura une partie de paroi vaginale beaucoup plus épaisse. Et après, on rentre une deuxième pince et hop, on clampe. L'hémostase primaire, c'est 1 minute. On est frileux, on attend 2 minutes. Donc, on met la pince et on attend 2 minutes pour la fin du saignement. Pardon. Donc, vous voyez, on met 2 pinces. Hein. Donc, la première pince, ça nous permet de tirer un tout petit peu sur le vaisseau, de le ramener vers nous et surtout de pouvoir prendre une bonne prise avec l'autre pince languette. On met la pince languette et on fait une pause, 2 minutes. Et on papote pendant 2 minutes, en attendant que l'hémostase primaire fasse son travail. Donc après, on sort, on vérifie, on sort tout doucement. Du saignement. Alors, c'est un acte opératoire. Hein.
on ne fait pas la ponction et on laisse la patiente rentrer directement. Il faut assurer un minimum de surveillance post-ponction folliculaire. Donc les recommandations, c'est que la patiente reste au moins 2 heures. On surveille la tension, le pouls, la douleur. On fait une palpation abdominale au besoin. On attend qu'elle se lève, qu'elle fasse pipi, qu'elle urine et qu'elle s'alimente. On va lui donner un compte rendu oral et écrit. C'est très important. Une ordonnance post-ponction avec des antalgiques et le soutien de la phase lutéale. Et on va lui expliquer encore les risques de complications. Si elle a le moindre signe d'alerte, il ne faut pas qu'elle hésite à revenir à l'hôpital. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on met en bas pour les remarques. Si vous avez le moindre douleur, fièvre, troubles digestifs, n'hésitez pas à venir rapidement aux urgences. On n'a pas des numéros qui marchent tout le temps, donc elles viennent directement aux urgences et on les voit directement. Donc il ne faut pas hésiter à leur fournir toutes ces informations. Chose très importante, donnez-leur un compte rendu. Ça reste un acte opératoire. Donc le jour, alors ce qu'on fait à l'hôpital, le jour même, on leur donne un compte rendu opératoire avec toute la procédure de la ponction. S'il y a un saignement, on le met. Et après, on met le nombre de vos sites aspirés, obtenus. On ne rentre pas dans les détails biologiques de mature, pas mature et tout. On a récupéré 10 CCO. Point. On met l'ordonnance, les antalgiques qu'on va utiliser. Alors, il ne faut pas hésiter à augmenter un peu les paliers des antalgiques. Hein. Donc, Tramadis en cas de besoin, des anti-inflammatoires. On n'est pas très anti-inflammatoire, mais on peut donner des anti-inflammatoires. Alors, on donne des anti-inflammatoires juste après la ponction. Quand la patiente est endormie, on met un suppositoire d'Axène directement juste après la ponction. Et pour les antalgiques, après, on met du paracétamol, fluoroglycinol et Tramadis en cas de besoin. C'est douleur importante, et d'ailleurs on le marque, un comprimé x 3, c'est douleur importante, quantité suffisante pour 3 jours. On ne peut pas finir cette présentation sans parler des ponctions périurétrales transvésicales, cette technique qu'on fait pour les patientes en préservation de la fertilité vierge et demandeuse de cette technique. Donc, on a publié en 2018, on a démontré qu'il n'y avait pas une différence significative par rapport au nombre de métaphase 2 obtenus, que ce soit par voie endovaginale ou par périurétrale transvésicale. C'est une technique qui est old, très, très ancienne, mais qui nous a permis d'apporter un plus pour les patientes en préservation de la fertilité. Donc, je vous montre la vidéo. Donc, bien évidemment, on revoit le dossier des patientes. Pour ces patientes-là, on les adresse systématiquement à une concession d'anesthésie, parce que généralement, c'est des patientes avec des cancers, ou en tout cas, ce ne sont pas des ASA1, ce sont au minimum des ASA2. Donc, on les confère toujours à une concession d'anesthésie avant de faire la ponction folliculaire. Là, vous voyez que on utilise de la bétadine, parce qu'on va mettre une sonde vésicale à l'intérieur de la vessie, de la bétadine. On met le champ. Après, on va commencer par vérifier que la vessie est vide. Il faut qu'elle soit vide complètement avant de la remplir. Donc, on vide la vessie, on prend notre temps. Hein. On vide la vessie, il faut que ça soit dans une asepsie rigoureuse, parce qu'il ne faut pas oublier que ces patientes-là vont commencer leur chimiothérapie le lendemain. Hein. Donc, il ne faut vraiment, surtout pas leur greffer une complication, une infection en post-ponction. Donc, on vide la vessie. Après, on va remplir la vessie avec du sérum physiologique. Donc, vider la vessie pour qu'il n'y ait pas du tout d'urine. L'urine, c'est acide, hein, donc c'est un peu abrasant pour l'abdomen. Après, on remplit avec du sérum fil. Donc là, vous voyez la sonde vésicale à l'intérieur de la vessie avec le ballonnet ouvert. On prend notre temps. Il ne faut pas faire des choses rapidement, parce que si on remplit la vessie rapidement, il y aura une certaine décompression sur l'urtère, et quand vous allez enlever la sonde vésicale, la patiente va uriner, il va avoir une fuite rapide du sérum fil. Donc on fait des choses très doucement, avec un débit très lent. Après, on va faire la ponction. Donc on va introduire l'aiguille protégée par une sonde de Foley à l'intérieur, regardez, à l'intérieur du méa urétral. Hop, une fois à l'intérieur, là, regardez, il y a un mouvement très important, c'est le fait de désarticuler, là. Regardez, je vais retirer un tout petit peu ma main droite. Hop, un petit mouvement de 2 mm, retirer ma main droite pour désarticuler l'aiguille de la sonde de Foley, et après, commençons par la ponction. Alors, pour une approche didactique, je vais vous montrer 2 façons de faire. La première façon, on est guidé par, j'étais guidé par Dr Fartley, donc un très bon échographiste, qui essaie de me montrer les follicules à chaque fois, avec une communication à droite de la patiente, à gauche de la patiente, revient vers la vessie un tout petit peu en haut, en bas, 2 mm, 1 mm. C'est vraiment du
de la localisation militaire. Hein. Donc, on essaie d'aspirer. Quand on voit un follicule, on rentre à l'intérieur et on aspire avec exactement la même technique qu'on fait pour la voie endovaginale. On aspire et on tourne à droite, à gauche. Donc, regardez, là, c'est un beau follicule. J'essaie d'y rentrer, hop, j'y suis. Est-ce que je vais la voir ou pas? Parfois, on a l'impression d'être dans le follicule, on ne l'a pas, parce que tout simplement, on est dans un plan parallèle. Parce qu'on voit l'aiguille, mais exactement, on affleure le follicule, on n'est pas dans le follicule. Donc, même technique. Alors, pour petite différence par rapport à la voie endovaginale, là, quand vous allez changer la seringue, on essaie de rester dans l'ovaire. Pourquoi? Parce que si on sort dans la vessie et qu'on essaie de changer la seringue, on aura un reflux de séramphie, qui n'est pas bon pour les follicules, et peut-être un reflux aussi des urines. Hein. L'urine, c'est un phénomène continu. Donc, on essaie de le faire tout en étant dans l'ovaire. Donc, encore figé. Hop, et on se fige, et on change de seringue. Donc, vous voyez, là... Ah, pardon, excusez-moi. Vous voyez que là, au bout de... Là, vous voyez... pardon, excusez-moi. Je suis dans les temps, c'est Béchira. Au bout de quelques follicules, on n'arrive pas à se suivre convenablement, Dr Fadlé et moi. Donc, ce que je fais, je prends la sonde et je pense que c'est beaucoup mieux. Quand on prend la sonde, on a une certaine coordination entre nos deux mains. Donc, je sais que si je fais ça, je vais faire ça avec la main droite. Si je fais ça, je vais faire ça avec la main droite. Donc, regardez, là, je reprends la sonde moi, donc protégée par le champ stérile, et j'essaie de vraiment me localiser. Regardez, donc là, j'essaie de voir la pointe. Il faut essayer de voir une partie de l'aiguille vraiment en ligne pour être vraiment orthogonale par la sonde concave abdominale. J'aspire et j'essaie de bouger petit à petit. Madame Zouil disait que la vessie, c'était un organe très gentil. Il est hyper gentil et docile. Ici, on est en train de lui flinguer la paroi postérieure, on le crible de trop, et pourtant, on n'a eu aucune complication. Jusque-là, on est dans les 120 procédures, on n'a eu aucune complication. C'est une technique qui a été mise à jour, en tout cas, c'est Dr Ziva qui nous a remontré cette technique-là. Cette technique a été décrite en 1984. Hein. Donc regardez, là, on est vraiment contre la partie, vraiment la limite de l'ovaire. Hein. Donc, et je me guide vraiment, vous voyez, il y a des petits mouvements d'ajustement avec la main gauche pour se retrouver au niveau du follicule. Des petits ajustements, je regarde, je prends mon temps pour introduire l'aiguille. Il faut que je vois la pointe et une grande partie de cette proportion distale de l'aiguille. Et on prend notre temps. Donc encore un follicule, là. Pour aller vers le haut, il faut baisser la main droite vers le bas. Pour aller vers le bas d'un ovaire, il faut lever la main. Donc on essaie de se guider, de prendre notre temps. C'est une procédure qui prend à peu près 45 minutes à 1 heure, alors que la ponction endovaginale, c'est 5 à 10 minutes. Hein. Donc vous voyez là, même là, s'il y a des follicules en brochette, allez-y. Au niveau de la vessie, alors, avant, on mettait entre 300 et 400, mais on s'est rendu compte qu'il y a des petites vessies, des grosses vessies. Donc, ce qu'on fait, on fait la chose sous contrôle échographique. Quand on a l'impression que la vessie est assez pleine pour nous laisser voir et entrevoir les ovaires, on s'arrête. Mais très bonne question. Hein. Au début de l'expérience, c'était ça. Entre 300 et 400 cc pour les patientes. Vas-y, Cécile. Là, excusez-moi, là, regardez, il y a des vaisseaux, faites attention. Hein. On est vraiment plaqué contre les vaisseaux. Oui, c'est Samy, je fais une pause. Moi, j'en ai jamais fait, donc je n'ai aucune expérience dans ça, mais je voudrais bien que vous reveniez le mouvement, les poltari, le son de Follet avec les... D'accord. Le mouvement de déclic. Ça marche. Alors, c'était là. Donc là, on va rentrer la sonde de Follet, donc on protège l'aiguille par une sonde de Follet, on rentre à l'intérieur, et regardez, là, c'est très rapide, hein, regardez, avec ma main droite, ici, je vais me retirer un tout petit peu. Là, hop, vous voyez, c'est juste pour
vous articulez l'aiguille de la sonde de Foley. Et je retire la sonde de Foley. Parce que vous avez protégé le bout de l'aiguille. Exactement. Le retour Sinon, on va effleurer et bouger. Ouais. Ok. Exactement. Donc, on continue. Donc, on fait ça. Allez, hop. Donc, il y a un vaisseau. Vers la fin, on sort. On rince l'aiguille pour essayer d'avoir les derniers complexes cumulo-ovocytaires. Après, vous allez voir, mais c'est troublant. Au début, c'était troublant. Faire autant de trous au niveau de la vessie et vers la fin, mettre la sonde urinaire et avoir un liquide clair. Mais c'est génial, hein? Donc là, c'est du live, hein? C'est du liquide complètement clair. Par la suite, on garde la sonde, on garde la sonde vésicale pendant 2 heures, 1h30, 2 heures. On enlève la sonde et la patiente n'est autorisée à sortir qu'une fois une miction spontanée faite. Allez-y, madame. Moi, oui. Ouais, ça... Ah non, on ne fait pas. Non, on ne fait pas. Alors, depuis quelques années, on s'est rendu compte, en tout cas, la première patiente, c'était une patiente avec un rhabdomyosarcome au niveau, je pense, de la tête fémorale. Et c'était une patiente de 19 ans, vierge, chez qui la position gynéco pendant 45 minutes à 1 heure était impossible. Donc, on était acculé à faire une ponction vaginale. Après son accord, 19 ans, donc son accord, on est passé par voie endovaginale, pas de problème. On a commencé à proposer aussi la ponction endovaginale pour les patientes vierges qui ont un âge légal, qui sont majeures. Donc, depuis 3 ans, bizarrement, il y a beaucoup de patientes qui acceptent. Beaucoup de patientes. Je pense que les mœurs et les habitudes ont changé. Depuis 3 ans, je pense qu'on a fait dans les 50 à peu près ponctions chez des patientes vierges. On a fait un point, et c'était au niveau de la fourchette vulvaire, même pas au niveau de l'hymen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, certes, c'est une technique qui s'apprend, qui n'est pas difficile, mais elle ne doit pas être un frein à faire de la préservation de la fertilité chez les patientes vierges. Si on leur explique bien les choses, une fois endormi, le monsieur hymen, c'est un organe, c'est une membrane compliante, élastique. On dit un hymen. C'est une membrane élastique. Donc, le fait de rentrer avec la sonde échographique qui fait à peu près 1 cm, ça ne fait rien du tout. Donc, on peut faire une ponction endovaginale même pour des patientes vierges sans aucun souci. On a changé nos conduites. Pour les patientes dont l'âge est inférieur à 18 ans, on leur propose que les ponctions périnétrales transvésicales. À partir de 18 ans, on leur propose les ponctions endovaginales, si elles acceptent. Ça dure 10 minutes. C'est moins d'effet, en tout cas, c'est moins contraignant pour les patientes. Et il y a beaucoup de patientes qui acceptent. Alors, meilleur, si on va se référer et si on veut être dans l'evidence-based medicine et très académique, l'article qu'on a publié a montré qu'on avait les mêmes résultats. Mais c'était un article au début de l'expérience. Donc, meilleur, je ne sais pas, mais on a l'impression de récupérer un peu plus d'ovocytes. Mais pour savoir si c'est meilleur ou pas, est-ce que ce sont des ovocytes qui vont donner des grossesses par la suite? Je ne sais pas. On n'a pas encore assez de recul par rapport à ça. Allez, finissons. Excusez-moi. Ah oui, est nettement inférieure. La ponction périnétrale transvésicale, dans les meilleurs des cas, ça prend 30 minutes, dans les meilleurs des cas. Alors qu'une ponction endovaginale, dans les cas les plus difficiles, ça prend 10-15 minutes. Allez, finissons. Bien connaître le dossier de la patiente avant la ponction folliculaire. On ne fait pas une ponction pour faire une ponction, on fait une ponction à une patiente. L'identito-vigilance est très important. Vérifier tout le matériel avant d'entamer la procédure. Vérifier le déclenchement de l'ovulation. Faire une ponction, c'est faire de la cellio, donc centrer et zoomer les ovaires et les follicules. Être le moins traumatisant possible pour la paroi vaginale et les ovaires, donc il ne faut pas faire de grands mouvements une fois à l'intérieur de l'ovaire. Ne pas faire de grands mouvements, c'est ce que j'ai dit, aspiration douce du liquide folliculaire et ne pas hésiter à se faire guider au besoin. L'information. On va apprendre quelque chose, il faut se former. On a des simulateurs à Tunis et on a fait plein de sessions à la CGO pour apprendre. Donc, c'est hyper important de faire son apprentissage sur des simulateurs. Et on commence même à avoir des simulateurs vraiment de très haute fidélité. Et si on n'en fait pas assez, on n'est pas très bon. Donc, pour maintenir, selon l'écheret, une certaine expertise pour les ponctions folliculaires, il faut en faire au moins 50 par an.
Je voudrais finir par remercier l'équipe avec qui je travaille et aussi notre résidente artiste qui a filmé toute la procédure avec des angles très précis. En tout cas, merci pour eux et merci pour vous pour votre attention.